L'heure est grave, les amis. L'heure est grave. Premier match sans Ousmane Dembélé, les amis, c'est la fin du monde. La fin du monde, en tout cas, est très proche. Attention. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Non, je plaisante les amis, ça va aller, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je sais, Ousmane va nous manquer. Ousmane, si tu m'écoutes, si tu nous entends, on t'aime bien, Ousmane. On t'aime bien et tu vas nous manquer, tes petits dribbles chaloupés, tes petits doubles contacts, tes petits ponts, tout ça, c'est tes accélérations fulgurantes sur ton côté vont nous manquer. Mais c'est dur, mais il faudra apprendre à vivre sans toi, Ousmane, pendant un temps, disons. Hein, on va pas non plus te dire au revoir à tout jamais, voilà. Hein, on va sécher vos larmes, les amis. Allez, séchez vos larmes. Il y a le daron, le papa à Gavi et à Pedri, hein, Lewandowski, qui revient et voilà, il vient pour tenir la main à tous ses enfants, à toute l'équipe, pour nous mener vers la victoire et vers la gloire, tout simplement. J'ai envie de dire, voilà, c'est ça. On va rester un peu positif. Bon, j'imagine que tout le monde aujourd'hui n'est pas très concentré sur le match du Betis Séville. Bon, enfin, mis à part l'équipe et Xavi, j'imagine. Mais voilà, ça parle de mercato. Là, je sais qu'il y a Gérard Romero qui est sûrement sur Twitch en train de faire de la danse et d'annoncer "Están pasando cosas", ouais, je sais. On n'est pas tous concentrés sur le match de demain, mais voilà, je me suis dit quand même, je vais faire l'avant-match, je vais pas parler mercato parce que ça ne sert à rien. On va quoi? On va parler d'Amrabat, on va parler le Julian Araujo, là, le deuxième Araujo, le petit cousin de Ronald, qui va probablement venir, peut-être, on ne sait pas qui va venir. Ziyech va venir? Qui ça? Di Maria? Ça. On en a des noms, les gars. On en a des noms qui sont sortis. Il y a des noms qui sortent toutes les 2 minutes. Ça s'excite beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Hein, pour ceux qui sont sur Twitter, ça s'excite dans tous les sens. Est-ce qu'il va y avoir un achat ou au moins un prêt, tu vois? Est-ce que quelqu'un va venir avant minuit? Franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas devin et je suis pas dans ce genre de truc, de rumeurs. On verra. Je ferai une vidéo en temps voulu si on fait venir quelqu'un. Si on fait venir Sofiane Amrabat, les gars, si vous voulez mon avis là-dessus, je pense que c'est un excellent joueur qui fera énormément de bien à cette équipe. En attendant, on va essayer de bosser un peu. Il y en a qui bossent un peu sur le Betis Séville, Xavi par exemple, hein, qui bosse avec sa petite équipe et qui se prépare tranquillement à aller jouer ce match-là à l'extérieur. Donc ça va pas être un match facile à jouer, hein, on le sait, le Betis Séville, même si en ce moment ils sont pas dans la forme de leur vie, on va dire, ça reste quand même une équipe agréable à jouer, une équipe qui joue bien au ballon, tu vois, et il faudra aller battre cette équipe, essayer d'aller engranger encore un petit peu de points, tu vois, parce que on a quand même gagné des points ce week-end, on est allé gagner sur le terrain de Girona. Là, on va devoir encore aller à l'extérieur et essayer encore de remporter les 3 points. Pendant ce temps-là, le Real, eux, ils vont aller, je sais pas s'ils vont rendre visite à Valence ou s'ils reçoivent Valence, mais en tout cas, ils vont jouer contre Valence, ça c'est clair. Et bon, on sait que Valence en ce moment, c'est compliqué. Il y a Gattuso là, qui vient de se faire dégager du club, donc est-ce que ça va rebooster un peu l'équipe, un changement de coach, un petit truc? Est-ce qu'ils vont aller gêner le Real Madrid? Ça serait cool. J'imagine qu'on serait tous contents ici, mais voilà, on va voir. En attendant, nous, de notre côté, il faut remporter les matchs, il faut enchaîner et leur mettre la pression surtout à cette équipe. Il faut leur mettre la pression au Real Madrid parce que eux ils jouent un jour d'après. Le jour d'après ils jouent jeudi. Nous on joue mercredi. Donc si on remporte déjà les 3 points, on aura 8 points de plus. Psychologiquement ça joue. Il y aura la pression sur leur dos et ils vont devoir aller assurer et aller chercher les points. Et les équipes en face, elles vont essayer de profiter de la situation aussi, de cette pression psychologique qu'a le Real Madrid. Donc au rayon des nouvelles, vite fait, on va quand même parler vite fait de quelques petites news du Barça avant de commencer à rentrer vraiment dans l'avant-match. Vous avez dû le voir, Gavi. Et l'inscription de Gavi, elle est compliquée. Le Barça, là, ils sont allés devant la justice parce que la Liga, en fait, refuse que Gavi soit inscrit dans l'équipe première et qui porte le numéro 6, le fameux numéro 6. Je sais pas si c'est dû à l'humiliation qu'il leur a fait subir en Supercoupe d'Espagne. Je ne pense pas que ça soit uniquement ça. On connaît tous le président de la Liga, qui a été basque, qui est un grand fan du Real Madrid, anti-catalan, anti-Barça, tout simplement. On va s'arrêter là. Je n'insulterai pas la personne. Mais bon, bref, vous connaissez un peu le personnage, donc il ne s'en cache pas en plus de ça. Et donc, il met les bâtons dans les roues. Tous les bâtons qu'il trouve par terre, enfin, il les met dans nos roues. Et nous, on peut pas avancer correctement. Donc voilà, c'est compliqué. Si Gavi n'est pas inscrit là aujourd'hui, il sera libre de signer avec n'importe qui. Enfin bref, il va pas signer, il va pas partir de toute façon. Mais bref, la Liga, en gros, ils nous font chier tout simplement. Ils nous emmerdent un maximum. Autant qu'ils peuvent nous emmerder, ils nous emmerdent. Et en plus de ça, juridiquement, on a le droit d'inscrire Gavi avec l'équipe A. Mais c'est le président de la Liga qui nous interdit de l'inscrire. Parce qu'il a pas envie, frère. C'est tout. Il a juste pas envie.
Après, on s'étonne de voir des choses un peu bizarres tous les week-ends sur les pelouses de Liga. Faut pas s'étonner, les gars, faut pas s'étonner. Bref, mis à part ça, il y a Bellerin aussi qui va partir, il va aller remplacer à Lisbonne Pedro Porro, qui est parti à Tottenham, donc normalement, il va signer là, donc Bellerin sur le départ pour aller le remplacer, donc c'est pas, ça changera pas grand-chose pour nous, puisque Bellerin, hein, on connaît tous le personnage. Donc on verra bien après si quelqu'un arrive pour remplacer, pour je sais pas, je pense qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un à droite en soi, je pense que Bellerin n'a pas servi à grand-chose. Je pense qu'on a un Koundé et un Roberto qui font l'affaire, hein, à droite, il n'y a pas de problème, surtout Koundé, mais Roberto de temps en temps il fait l'affaire aussi. Bon, le Betis, comme je le disais, en ce moment c'est pas forcément fou au niveau des résultats, ils ont, mis à part leur dernière victoire là contre Retafe dans le week-end dernier, ils ont gagné 1-0, ils ont enchaîné quand même 3 défaites. 3 défaites, la première défaite est venue contre nous en Supercoupe d'Espagne, donc le petit coup derrière la tête, élimination de la demi-finale de Supercoupe. Bon voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est élimination. Ils nous ont quand même bien embêtés, hein, et on est allé jusqu'au tir au but quand même, donc c'est pas rien non plus, mais voilà. Ils ont perdu. Ensuite, ils ont joué contre Osasuna en Coupe d'Espagne, le match d'après, et ils ont perdu aussi, donc ils se sont fait éliminer de la Coupe d'Espagne, donc Supercoupe éliminé, Coupe d'Espagne éliminé. Et ensuite, ils ont enchaîné avec la Liga et ils ont perdu aussi contre l'Espagnol de Barcelone. Donc en ce moment, c'est pas la folie pour eux, psychologiquement surtout, parce qu'après, niveau football, je veux dire, ça joue quand même pas mal. Ils ont des bons joueurs de ballon, Fekir, Canales, Borja Iglesias, qui est un bon buteur. Il y a le Luis Enrique aussi, qui nous avait fait du mal aussi, l'ailier. Il y a des bons joueurs, il y a des très bons joueurs dans cette équipe du Betis Séville, ça joue très bien tout ça, mais voilà, psychologiquement, l'équipe, elle est peut-être pas au meilleur de son moment de la saison, mais il n'empêche que ça sera compliqué, ça va être compliqué. Parce que sachez que quand même la stat aussi qu'on peut mettre en avant, c'est qu'à domicile, le Betis en Liga, ils ont perdu qu'un seul match. Ils ont fait, je crois, 2 nuls, mais ils ont perdu qu'un seul match et c'était contre l'Atlético Madrid. Donc, on peut dire que tous les matchs qu'ils ont gagnés à domicile, c'était pas contre vraiment des grosses équipes. La seule équipe vraiment qui était pas mauvaise, qui était une bonne équipe, on va dire, et qu'ils ont gagné à domicile, c'était Villarreal. Après, le reste, c'était Elche, Almeria, peut-être Osasuna, tout ça en début de saison. Donc voilà, c'est pas non plus, ils ont pas gagné des très gros matchs, on va dire. Mais en soi, il faut faire attention, cette équipe à domicile, elle est pas mauvaise. Donc, comme je l'ai dit, les joueurs à suivre côté Betis Séville, c'est évidemment Nabil Fekir qui avait fait quand même un très gros match contre nous. Borja Iglesias qui va peser, même si Borja Iglesias il avait pris un coup, je crois, le coach Pellegrini qui a dit ça là, qu'il espérait qu'il soit à 100%. Normalement il devrait jouer, mais voilà, il a pris un coup il y a pas longtemps, donc il était pas vraiment blessé, mais tu vois, il pourrait ne pas être vraiment à 100% dans ce match là, on verra bien demain. Et après il y a Luis Enrique, évidemment, l'ailier qui nous a fait du mal en fin de match. Au début, Jordi Alba il avait bien défendu sur lui, j'avais trouvé, et après petit à petit dans le match, puis après c'est surtout quand Alonso il est rentré. En fait, le Betis Séville, on avait bien géré le match, et après c'est Xavi qui avait fait des changements un peu tôt, et peut-être les mauvais changements, et ça avait cassé un peu la dynamique du match, et ils avaient repris confiance et tout ça, et Marcos Alonso avait été catastrophique, s'était fait balader par Luis Enrique là, c'était fou. Donc dans le dernier match d'ailleurs, en Supercoupe, Xavi il avait mis donc un 4-3-3 assez classique, il avait pas mis en place son 3-4-3 offensif là, comme contre le Real Madrid, donc un 4-3-3 avec Roberto et Jordi Alba sur les côtés, en tant que latéraux, un milieu Frenkie, Pedri et Gavi, et une attaque Rafinha, Lewandowski, Dembélé. Bon, on le sait, Dembélé, il avait fait un bon match d'ailleurs, il avait mis la misère au latéral droit, il ne sera pas là, donc comment faire sans lui? Est-ce qu'on reste avec un 4-3-3, on va dire assez classique, avec peut-être Jordi Alba qui avait été utile? Je tiens à préciser quand même, Jordi Alba avait été assez utile dans le jeu, on avait vu ça dans l'avant-match de la Supercoupe. Jordi Alba pouvait être important, ou en tout intéressant, dans son jeu long, c'est-à-dire il venait lui au milieu, en fait, au lieu de prendre vraiment tout le temps le couloir, des fois il restait au milieu et Dembélé était dans le couloir, et il faisait du jeu long pour Gavi qui plongeait derrière les défenseurs, plein axe, on va dire, dans le demi-espace droit si tu préfères. Et ça c'était assez intéressant, on l'avait vu en début de match, et ça avait plus ou moins marché quand même. Et à voir si donc Jordi Alba va jouer en latéral, et pourquoi pas Baldé ailier gauche. Donc on aura un côté gauche, Baldé en attaque en fait à la place de Dembélé, et Jordi Alba en arrière gauche. Ça c'est une possibilité. Est-ce que Xavi va faire ça, ou est-ce qu'il va jouer en 3-4-3 en phase offensive, c'est-à-dire avec un Baldé de base latéral gauche et qui monte et qui prend le couloir et qui joue vraiment ailier quoi en fait. Ça c'est la grande question. C'est la grande question, le grand casse-tête on va dire avec l'absence de Dembélé. Dans le dernier match quand même, Xavi il avait fait contre Girone là, il avait pas pu faire vraiment souffler tout le monde, il avait fait souffler Pedri en début de match, puis après quand Dembélé s'est blessé au bout de 20 minutes, il a fait rentrer Pedri, donc pas vraiment de repos de la part des joueurs. Busquets, Frenkie, Gavi étaient pas sortis, ils avaient joué tout le match aussi, donc la physionomie du match aussi a fait qu'on
on pouvait pas vraiment faire sortir les joueurs parce que il fallait tenir le résultat et c'était quand même très limite. Donc est-ce que les joueurs seront à 100%, tout ça, c'est comme ça, mais il va falloir mettre la plus grosse équipe parce que le match va être assez compliqué quand même, je pense. Donc en attendant, je vais donner ma compo, on va commencer, après je parlerai peut-être un peu de l'animation avec le tableau, tu connais, mais bon, en attendant, je partirai avec un 4-3-3 qui se transforme en 3-4-3 en phase offensive, on connaît, mais on connaît l'histoire, on va en parler après. Donc Ter Stegen dans les cages, un classique, Koundé, Araujo, Christensen et Baldé en défense, voilà, je partirai comme ça, à voir si dans le match on a un changement, à voir si, je sais pas. Comme je l'ai dit, Jordi Alba peut être très intéressant aussi par ses passes et il peut venir au milieu, donc j'hésite fortement avec ça, mais bon, je partirai là-dessus. Au milieu, donc Busquets en 6 avec Frenkie et Pedri, et en attaque, Gavi à gauche, Lewandowski dans l'axe et Ferran Torres à droite. Ouh là là là, oui, je sais qu'on sera peut-être pas d'accord avec Ferran Torres à droite. Je sais que voilà, ce choix-là va faire parler, et va faire parler, je sais bien, va faire couler beaucoup d'encre sur YouTube. Je vais vous expliquer un peu ma réflexion. Ma réflexion, elle est très simple sur le sujet Ferran Torres, Rafinha, c'est que déjà on voit beaucoup de trucs. Bon, moi ça me fait un peu rire, mais bon, pourquoi pas, hein, ça c'est comme ça. Mais on voit les grosses propagandes qui commence à sortir, Rafinha c'est ton moment, avec l'absence de Dembélé. Pourquoi pas? Rafinha, c'est ton moment, frère, depuis le début de la saison quand même. Hein. C'est pas le moment juste là. Entre-temps, t'étais titulaire, t'as joué un certain nombre de matchs, et on attend toujours, tu vois, en soi. Donc bon, c'est ton moment, oui, c'est ton moment, mais pourquoi pas Ferran Torres? Moi, c'est ça la question, moi, c'est ça un peu qui me fait rire. Pourquoi Rafinha et pas Ferran Torres? Alors je connais la situation avec Ferran Torres, les amis, je ne suis pas aveugle non plus, je suis pas totalement abruti non plus, mais je connais la situation avec Ferran Torres, mais quelle est la différence vraiment entre Ferran Torres et Rafinha actuellement, les gars. Je vous parle pas de ouais, Rafinha à Leeds, il était dribbleur. Non. Actuellement, concrètement, avec la forme de tous les joueurs qu'on a, en quoi mettre Rafinha, ça t'apporte plus de certitude qu'un Ferran Torres? C'est une question que je me pose, les amis. Je connais la situation de Ferran Torres, mais on connaît aussi la situation de Rafinha. Le dernier match de Rafinha, quand même, il est catastrophique. J'ai jamais vu un match comme ça. De la part d'un ailier au Barça, c'est très rare. Oui, alors on a vu Ferran Torres à ce moment-là, qui a joué comme ça, plus ou moins, d'ailleurs, contre le Betis Séville en Supercoupe d'Espagne. Donc je dis pas que le choix Ferran Torres est parfait, est idéal. Mais on a pas trop le choix. On a un choix entre Ferran Torres et Rafinha. Mais si Rafinha n'arrive pas spécialement à s'imposer quand il y a Dembélé, parce que Dembélé, on le sait, il peut jouer des deux côtés. Donc quand on veut mettre Rafinha, pas de problème. Dembélé va jouer à gauche sans broncher. Et il fait son match en plus, généralement. Même si, bon, en début de saison, peut-être qu'il était un peu moins bon à gauche, mais dernièrement, il faisait ses matchs à gauche. Rafinha à droite, il n'a pas forcément fait de bons matchs, de matchs excellents. Enfin, moi, j'ai aucun souvenir vraiment de matchs très bons de la part de Rafinha. Je pense que je suis pas le seul. À gauche, il ne peut pas jouer. On l'a vu contre le Bayern, ça avait été catastrophique. Alors actuellement, en quoi Rafinha fait des choses mieux que Ferran Torres? Sur l'échelle sur l'échelle d'un Ferran Torres, Rafinha est plus proche du Ferran Torres, comme on aime l'appeler, que d'un Dembélé. On est d'accord, je pense. Donc après, c'est un choix. Pourquoi pas essayer de relancer un petit peu, même si c'est pas forcément le moment de relancer Ferran, les gars, mais pour moi, le Ferran Torres et Rafinha sont au même niveau. Donc en fait, mettre Rafinha ou mettre Ferran Torres, pour moi, ça serait essayer de relancer le joueur, c'est pareil. C'est pareil. La situation est identique pour moi. Les stats aussi sont identiques, quasiment. Les deux en Liga ont marqué le même nombre de buts, sauf que Rafinha a fait quand même plus de passes. Ça, il faut le dire quand même, il faut le souligner. Il a fait plus de passes décisives et il a plus fait de passes clés, je crois. Il a fait des passes plus intéressantes. Donc au niveau des passes, quand même, il est plus intéressant. Mais après, en termes de duels gagnés, de fautes subies, de fautes machin, après, le Ferran est un peu mieux en termes de précision de passe dans le camp adverse, on va dire. Donc il perd moins de ballons aussi. Mais après, c'est assez similaire. Les joueurs ont joué à peu près le même nombre de matchs, le même nombre de minutes par match. Enfin, c'est très équivalent. Je parle en Liga seulement. C'est après, quand même, Rafinha a joué quand même plus de matchs en Ligue des Champions, en Coupe et tout ça. Mais les deux en Liga, ils ont des stats assez similaires en fait. Et après, c'est en termes de profil. Quand on a joué contre le Real Madrid, par exemple, Baldé sur le côté gauche et Dembélé sur le côté droit, les deux, ils écartent un maximum la défense adverse pour qu'après, t'aies de la place aussi dans l'axe de t'engouffrer, on va dire, dans l'axe. Ça laisse des espaces et ça a laissé suffisamment d'espace à Lewandowski et à Gavi pour aller claquer des buts dans le match, on est d'accord. Donc, un Rafinha qui rentre dans l'axe, Rafinha, pour moi, quand il joue à droite, il lui faut un latéral, en fait, assez offensif. Je pense que ça serait mieux pour lui, en fait, parce qu'il aura un latéral avec qui combiner, avec qui jouer, tu vois. Et qu'il le déchargerait un peu d'un
possible 2 contre 1, tu vois. Après, je dis pas que Ferran Torres, frère, en 2 contre 1, il va passer tranquille. Je ne dis pas ça, attention. Mais Rafinha, il a tendance à rentrer dans l'axe. Et s'il rentre dans l'axe, il faut qu'il y ait un mec qui prenne le couloir. Et qui prend le couloir? Koundé, il l'a fait un peu contre Giron, mais les gars, on le sait très bien, Koundé, c'est pas un joueur très offensif, c'est pas un joueur qui va prendre le couloir et en faire quelque chose de vraiment bien en soi. C'est mieux quand Koundé il reste un peu plus bas, limite qu'il monte un peu vers le milieu, mais pas qu'il prenne le couloir, vraiment, il est pas spécialement intéressant dans le couloir. À ce moment-là, faut mettre Roberto. Comme on a joué contre le Betis Séville en Supercoupe d'Espagne, où il y avait Rafinha à droite et il y avait Roberto à droite. Et Roberto montait. Soit Rafinha restait sur le côté, Roberto il montait dans le demi-espace, souvent, de temps en temps. Soit Roberto il prenait le couloir et Rafinha il rentrait dans l'axe. C'est un choix. C'est un choix de ma part en tout cas. Je pense que si on reste sur cette idée-là de vouloir avec les ailiers écarter la défense, je pense que Ferran aura plus tendance à coller la ligne et aussi le jeu sans ballon, les gars, on connaît. Ferran Torres a tendance à plus quand même faire des appels dans la profondeur que Rafinha, qui demande un peu plus la balle dans les pieds. Donc on va passer maintenant à l'animation, les gars. Le petit tableau, tu connais, frérot. Donc là, les points rouges, en vrai, ça sera à peu près je pense, hein, la compo du Betis. Ils vont jouer en 4-2-3-1, tu vois. Donc 4, 2 milieux en double pivot, un 10 qui est sûrement Fekir, 2 ailiers et un attaquant de pointe qui est Borja Iglesias. Et en phase défensive, ils vont défendre en 4-4-2. Les ailiers qui vont revenir là et Fekir et Borja Iglesias qui mettent la pression sur les défenseurs. Donc là, on a Balde en anglais. Bref. Christensen, Araujo, Koundé, Busquets, Frenkie, Pedrito, Gavi, Lewandowski, Ferran Torres. Jusque là, on est bon. Ça, c'est en phase défensive, évidemment, pour défendre, voilà. Et après, en phase offensive, vous commencez à connaître l'histoire. De toute façon, Gavi qui rentre dans l'axe. On a Pedrito qui monte un petit peu. On a Balde qui vient dans le couloir. Et on a un double pivot. Tac, tac, tac. Voilà. Avec quand même une équipe un peu, on va dire, asymétrique, avec un Koundé qui joue généralement quand même un peu plus haut, voire des fois Christensen qui joue un peu plus haut aussi, mais on a une équipe un peu comme ça, tu vois, un peu comme ça, tu vois. En vrai, elle est un peu tordue le truc, mais t'as compris. En gros, Koundé, il monte généralement un peu vers le milieu pour un peu aider dans cette zone-là. Araujo, il reste assez bas pour couvrir quand même dans le dos les longs ballons. Christensen, il monte aussi assez quand même pas mal, il est assez haut pour relancer tout ça, l'anticipation, bref, il a tendance à être un peu plus haut que Araujo. Busquets, ce rôle qui reste quand même numéro 6, ce rôle de distributeur. Tac tac, il distribue, jeu long, frère. Et Frenkie, ce rôle de joker de luxe, on va dire, c'est plus un... Je sais pas si on pourrait l'appeler le joker, mais Frenkie, c'est le mec qui va redescendre là, tu vois, en tant que latéral gauche pour aller ressortir les ballons. Et après, tu vas le voir 2 secondes après, tu vas le voir là-haut. Le mec est partout, en fait. Frenkie, il est partout, donc il peut se permettre de se balader, de redescendre pour aider, d'être au milieu à côté de Busquets, de monter, bref, il est assez libre, vous connaissez un peu l'histoire. Pedri, il est plus dans cette zone-là, il a pas tendance à faire des appels vraiment dans la profondeur, il reste à faire le jeu un peu là. Gavi, lui, il va être proche de Lewandowski, on avait vu que la connexion entre Gavi et Lewandowski avait plutôt bien marché au Classico, on espère que ça redonne un peu les mêmes sensations. Et Pedrito et Ferran Torres, on sait que les deux s'entendent très bien, pourquoi pas, ça pourrait peut-être aider dans la connexion, dans le fait pour Ferran Torres de le mettre en confiance, d'avoir un mec à côté de lui qui le gère un peu, qui le dirige aussi, parce que Pedri, il gère les choses, même s'il a que 20 ans, les gars, il gère quand même le truc. Donc Pedrito, Ferran Torres, la petite connexion, Pedri, Lewandowski, la petite connexion, Gavi, Lewandowski, la petite connexion, avec un Balde qui se projette et tout ça dans le couloir, voilà. Après, pour expliquer vite fait le rôle que pourrait avoir Jordi Alba, on va changer un petit peu les choses. Si on voulait partir avec Jordi Alba côté gauche et Balde en ailier, on aurait donc un truc différent. Déjà, est-ce que Busquets doit être titulaire? Je sais pas, pourquoi pas un Frenkie, Pedri, Gavi au milieu. On sait que ça a marché la dernière fois en Supercoupe d'Espagne contre le Betis, donc un milieu Frenkie, Pedri et Gavi. Une défense, c'est la même, hein. Défense là, Koundé, Araujo, Christensen, avec un Jordi Alba là du coup, et Balde sur l'aile. En phase offensive du coup, on aurait les deux pareils qui viennent là pour apporter un peu le surnombre et créer des brèches entre les défenseurs. Un Frenkie donc un peu plus haut, on aurait Jordi Alba qui vient sur le côté et plus un Koundé qui vient là, tu vois. La dernière fois, ce rôle-là, c'était Roberto qui l'avait, mais Koundé il peut quand même jouer assez haut comme je l'ai déjà dit, donc on aurait une sorte de milieu comme ça, tu vois. Un milieu à 3 avec Jordi Alba qui resterait là, qui prendrait pas forcément le couloir parce que Balde y est, et Jordi Alba qui jouerait long.
comme on l'a vu dans le match contre le Betis, on a vu plusieurs actions comme ça où Jordi Alba il avait le ballon au niveau du milieu de terrain, ou un peu plus haut mais vers là, et un Gavi qui se projetait entre les défenseurs et qui déviait avec Rafinha. Je sais pas si vous vous souvenez à un moment d'une action, mais Jordi Alba il sert Gavi il dévie de la tête pour Rafinha il fait le centre, et Lewandowski l'avait un peu bégayé dans la surface. Mais en gros, ça pourrait se passer aussi comme ça avec Jordi Alba, c'est pour vous montrer un peu l'animation s'il y avait Jordi Alba et Baldé sur le même côté. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour les amis, on se retrouve du coup demain pour l'avant-match en live, 1 heure avant le match. Je sais pas si je le ferai sur Twitch ou sur... je pense que je le ferai sur Twitch un peu pour changer. Et puis après, pour le débrief à chaud sur YouTube, comme d'habitude, tu connais. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.